Bonjour à tous, bienvenue à ce module 4. Module 4, examiner les institutions, les chercheurs et les disciplines les plus citées. Module 4, dans le cadre de cette formation avancée aux outils de Web of Science. Je vous rappelle ici de quels outils nous sommes en train de parler. Vous voyez ici sur la première ligne également en bas à droite, les outils auxquels vous avez accès à travers la licence nationale qui est gérée par le CNRST. Et c'est de ces plateformes-là que nous parlons pendant tout ce cycle de formation et uniquement de ces outils-là qui appartiennent à notre entreprise Clarivate. Aujourd'hui, nous allons travailler un petit peu avec Web of Science pour les institutions. Et ensuite, nous allons continuer avec Essential Science Indicators. Il y en a deux supplémentaires ici. Ceux-là sont totalement gratuits. N'importe qui y a accès. Et nous en avons déjà parlé dans les séances antérieures. EndNoteClick, un chercheur de PDF, et EndNote, un outil qui permet de faire la gestion de vos références bibliographiques. Voyons l'agenda de cette séance. Nous allons commencer par Web of Science et faire une requête et des analyses par affiliation. Nous allons utiliser une université. Et ensuite, pour la deuxième partie, nous allons aller à Essential Science Indicators, Essential Science Indicators, ESI, un outil que j'ai déjà présenté il y a quelques mois. Et nous allons faire des choses un petit peu plus avancées aujourd'hui, autant en exercice que pour la compréhension de ces indicateurs. Alors, nous commençons. Une requête par affiliation. C'est quelque chose qu'on a déjà appris à faire. Alors, je reviens à ma page de départ. Il y a quelques mois, c'est quelque chose qu'on peut faire uniquement dans la Core Collection. Et il y a la possibilité, parmi le menu déroulant, de faire une recherche par affiliation. Soit je commence à écrire dans ce champ-là, et dans ce champ-là, je ne vais pas voir toutes les affiliations, uniquement celles qui ont été unifiées dans Web of Science. Et là, j'ai mis un mot, une ville, Rabat, et je vois que j'ai 3 affiliations, il y en a même une en double. Donc là, petit appel à Touria, il faudra qu'on regarde ça après la formation. Je ne comprends pas pourquoi nous en avons 2. Je pense qu'il y a une erreur à un moment. Donc j'ai vérifié celle qui est la correcte et celle-ci. Mohamed V, Université in Rabat. Donc c'est la méthode la plus simple pour chercher. Affiliation et on y va. Donc là, je cherche un nom unifié, c'est-à-dire toutes les variantes, les deux noms de cette université, quelle que soit la langue. J'atterris sur la production scientifique dans Web of Science Core Collection, plus de 24 000 documents. Et je tenais à vous rappeler, et ça c'est plus intéressant je pense pour des administrateurs, des bibliothèques que pour des chercheurs, qu'il y a la possibilité, au-delà d'affiner par date, année de publication, un filtre qui est ici du côté gauche, vous avez également dans la requête, si vous l'ouvrez, ou dans la page départ, c'est pareil, vous avez ici la possibilité de faire une analyse beaucoup plus fine. En cliquant sur cette icône, vous avez une troisième ligne qui s'ajoute et si je clique sur la flèche, vous avez toutes ces possibilités. Soit faire une analyse fine par date de publication, année, 5 années, ou bien si je mets custom, vous voyez, date, vraiment un intervalle très très fin entre deux dates, ou bien date d'indexation. C'est-à-dire que c'est différent. L'indexation, c'est-à-dire quand est-ce que ce document est apparu dans Web of Science. Donc c'est quelque chose que j'ai expliqué en détail lors du premier module. Et là, nous voyons à nouveau ces filtres. Par exemple, voyons, je vais mettre Custom et nous allons voir ce qui a été indexé depuis le début de l'année, par exemple.
1er janvier 2023. Le format est celui-ci, année, mois, jour, avec des tirets. 2023 et la date d'aujourd'hui. Voilà. Alors, nous obtenons 310 documents. Je vais en ouvrir un pour que vous compreniez bien comment ça marche. Indexation depuis le 1er janvier et publication, bah là, vous voyez, c'était il y a un an, la publication. Et parfois, il y a des grands retards pour... oups, que se passe-t-il ici? Je vais attendre, petit problème technique. Alors peut-être ce que je vais faire, je vais revenir à ma liste. J'espère que ça va répondre. Ah bah non, je ne veux pas sortir, moi, je vais attendre un petit peu. Alors, c'est des problèmes techniques qui sont hors de mon contrôle. Problème d'accès. Alors, essayons de... Alors, je vais essayer de rouvrir une page, alors, une nouvelle page, Web of Science. Peut-être que c'est celle-ci qui me pose problème. Voilà, je refais cette requête. Voilà, on croise les doigts. Alors, j'avais appliqué un filtre. Indexation. Nous recommençons. Voilà. La date d'aujourd'hui. Chercher. Peut-être qu'on va mettre le plus récent. Ah, bah, ok. Ah ben là, c'est amusant parce que c'est l'inverse. Euh, Indexé le 23 février 2023, alors que la publication officielle, la date de publication officielle est octobre 2023. Quelle est la différence entre ces deux dates? La première, c'est l'éditeur qui nous l'a fourni, et la deuxième, c'est la nôtre, c'est quand nous ajoutons ce document. On va voir un deuxième exemple. Journal de physique, indexation, dans ce cas-là, en avance, mais des fois c'est plutôt en retard. Indexation le 25 février 2023 avec une date de publication du 5 avril 2023. Et si je clique sur le lien, on va ajouter. Donc ce document, il est déjà en ligne, en fait, sur la page de l'éditeur. Mais il n'a pas, il a pas une date finale de publication qui est bah, celle qu'on attendrait d'aujourd'hui. La date officielle, c'est celle qui nous a été fournie donc un petit peu plus tard, mais il peut déjà être lu. Vous voyez, je peux même décharger le PDF. Donc c'est la différence entre ces deux dates et on peut obtenir, on a toujours deux dates différentes. Le plus souvent, la date de publication est avant la date d'indexation, mais des fois, là, on voit l'inverse. Donc voilà pour ces filtre que je voulais vous rappeler. Je reviens à ma liste des résultats et je pense que ça, c'est plus pour les administrateurs que c'est utile. Ce que je vais faire, c'est que euh, je vais l'enlever et je vais revenir à ma liste antérieure. Voilà. Alors, on continue avec les dates avec un concept beaucoup plus avancé qui est le concept de accès anticipé. Et accès anticipé, c'est complètement différent. Dans la plateforme, ça apparaît comme Early Access. Alors, dans ce cas-là, euh, c'est un document qui n'a pas encore de date finale de publication. Je vais appliquer ce filtre, comme ça vous allez voir la différence entre ces documents et les autres. Voilà, j'en ai 192 dans cette liste et je vais ouvrir par exemple celui-ci. Alors, vous voyez ici, je n'ai pas de date de publication, uniquement une date d'indexation et Early Access, accès anticipé. Et nous avons également deux typologies pour ce document. Ce qui veut dire que cette revue
nous l'a fourni en accès anticipé. Il est également sur leur page web. Si vous cliquez sur ce lien, vous allez le voir. Toutefois, il n'y a pas encore de date finale de publication. Ça va faire l'objet, euh, parce que souvent les revues ont encore un format digital et un format papier. Il faut qu'il ait un volume et un numéro et des numéros de page. C'est ça qu'il nous manque. Et donc, pendant ce temps-là, en attendant cette date finale de publication, il est quand même disponible sur la page web de l'éditeur. Il est également disponible dans Web of Science. Il peut commencer à être cité également. Les citations peuvent commencer à s'accumuler. Et il est étiqueté comme Early Access dans Web of Science. Que se passera-t-il une fois que ce document aura enfin un numéro de page, un numéro de volume et une date finale de publication? Eh bien, nous allons enlever cette étiquette Early Access et il va rester uniquement avec la typologie article. Nous allons rajouter ici l'information qu'il manque, volume, numéro de page, date finale de publication. Quant aux citations, elles vont continuer à s'accumuler et il va garder ici exactement le même numéro de référence. Donc ça, c'est quelque chose de spécifique de Web of Science. Je vais vous cliquer sur ce lien au cas où vous auriez des doutes. Voilà, nous atterrissons sur la revue. En plus, Full Access, je dois avoir quelque part la possibilité de télécharger le PDF. Donc, il est disponible, on peut le lire, il est citable, mais il n'a pas encore de date finale de publication. Il a été publié uniquement online et plus tard, il sera publié, d'après ce que je comprends, en papier. Ou alors, ah, là je vois quand même quelque chose. Donc peut-être qu'on n'a pas encore reçu cette information parce que c'est quelque chose de tout récent. Donc là, j'ai l'impression que oui, il vient d'être euh, publié définitivement. Donc on va avoir lors de la prochaine actualisation ici cette mise à jour. Donc voilà ce que ça signifie Early Access et dans mon matériel, alors je vais avancer, on en est à la deuxième partie, ça nous l'avons vu. Affiné par des dates, nous l'avons vu également. Donc c'est ce que nous venons de voir. Quand il est encore en accès anticipé, il a deux typologies. Les citations, on commence à les compter. Et ensuite, une fois qu'il a une date finale de publication, la différence, il y aura une ligne en plus, published, avec une date, alors qu'ici, il n'y en a pas. Et il n'y aura plus qu'un type de document et Early Access va disparaître. Et les citations vont continuer à s'accumuler. Donc voilà pour quelque chose qui est spécifique. Certaines administrations ont besoin de faire une requête uniquement sur la date finale de publication et pas sur les deux, puisque les deux, quand on cherche Web of Science, on va toujours chercher les deux dates. Quand on affine par année de publication, on va regarder la date d'Early Access, accès anticipé, et également la date finale. Si vous voulez, on va dire, limiter votre requête uniquement à des documents qui ont une date finale de publication, vous avez parmi les filtres de la requête avancée, ici, Final Publication Year. Je vais vous montrer à nouveau où est-ce que ça se trouve. C'est quelque chose qui a été créé pour les bibliothèques et les administrations. Alors, je dois revenir à une requête. Je vais aller à ma page avancée et je vous montre où se trouve ce filtre ici, Final Publication Year. Donc vous pouvez l'utiliser ici, FPY, FPY égale et vous faites cette requête ou vous la combinez avec d'autres. Donc voilà pour les choses spécifiques en ce qui concerne les dates de publication et aujourd'hui c'était l'occasion de vous expliquer l'accès anticipé. Maintenant, nous allons parler de l'exportation, exportation massive d'informations à travers des API. Et cette partie-là est plutôt une partie théorique pour laquelle je ne peux pas faire de démonstration. Alors, voyons voir. Si vous ne savez pas ce qu'est une API et en quoi ça consiste, une exportation massive,
justement, ça me permet aujourd'hui de partager avec vous euh, les connaissances de base. Ce qu'on voit ici, c'est un registre de documents dans Web of Science. C'est l'aspect que ça a. On l'a vu euh, lors des précédentes formations. C'est comme ça que l'information est organisée. Et c'est comme ça que nous, les utilisateurs, nous la voyons. Mais si nous allons dans les coulisses de Web of Science ou de n'importe quel outil informatique, voilà comment cette information est codée. Et nous pouvons, grâce à cette codification, faire une requête spécifique, c'est plus pour les informaticiens, pour extraire euh, une partie de cette information, celle qui nous intéresse. On appelle ça des metadata, les données qui sont derrière l'application. Pour l'exportation, il y a trois manières d'exporter. Alors, on a vu dans les formations pour utilisateurs, derrière le bouton exporter, je vous le remontre. Quand on est dans une liste de résultats, je reviens à une liste de résultats. Voilà. Les exportations pour les utilisateurs, elles sont derrière ce bouton. Et il y en a pas mal. Une des plus utilisées est l'exportation à Excel. Tout le monde sait ce que c'est qu'un Excel. Donc c'est ça les exportations qu'on appelle pour les utilisateurs et c'est celles qui sont les plus utilisées. Au-delà de ces exportations, il y en a des beaucoup plus puissantes à travers un programme qui s'appelle une API, Application Programming Interface, qui sont plus pour des professionnels et pour exporter un grand nombre de données tout en appliquant des filtres. C'est pas pour toutes les données, c'est celles qui vous intéressent. Et il y en a une encore plus puissante, c'est pas pour une exportation, c'est vraiment un projet sur mesure où, par exemple, une administration nous dit, ben voilà, j'ai besoin de faire un, un rapport très très compliqué et j'ai besoin d'extraire ce genre de données et puis de leur donner un tel format. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de complètement personnalisé et il y a une équipe de projet derrière ça. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle du milieu. Qu'est-ce que vous avez à votre disposition comme API pour exporter ces données? Alors là, c'est la définition d'une API, Application Programming Interface. Et en fait, pour les personnes qui sont comme moi, qui ne sont pas informaticiennes, il y a une analogie qu'un de mes collègues avait fait qui était très parlante. Il me disait, ben voilà, Anne, une API, c'est comme le serveur dans un restaurant. Il y a la cuisine, il y a les clients, et le serveur, il amène le plat de la cuisine vers les clients, et quand il est vide, il amène le plat vide des clients vers la cuisine. Et bien l'API, elle fait la même chose. Elle peut amener les données dans un sens ou dans l'autre. Dans le cas de Web of Science, uniquement dans un sens, de la cuisine vers les clients, puisque dans ce cas-là, il n'y a pas d'assiette vide, on ne peut pas nous télécharger quoi que ce soit dans Web of Science, mais il y a des programmes pour lesquels c'est possible. Donc dans le cas de Web of Science, les données ne vont que dans un sens de Web of Science vers un autre outil d'ailleurs. C'est pas forcément un Excel, ça peut être un CRIS, une application qu'a l'institution et donc elle peut directement importer les données dans son propre programme pour faire ses analyses et ses statistiques. Donc ça, c'est également pour les professionnels. L'API et l'exportation de ces documents vous permet de répondre à quelques questions clés qu'on a ici. Je vous laisserai ce matériel de toute façon pour que vous puissiez le lire tranquillement. En général, c'est pour faire des statistiques en relation avec votre institution. Et il y en a trois des API. Deux qui sont gratuites avec une exportation illimitée et une qui est payante, expanded, qui nécessite un abonnement qui, pour l'instant, n'est pas inclus dans votre licence nationale. Voyons ce que vous pouvez exporter avec chacune d'entre elles. Donc là, une exportation illimitée avec ces deux-là, mais vous ne pouvez exporter que ces données que nous voyons ici dans les petits carrés. Alors que pour l'Expanded, qui est beaucoup plus puissante, vous pouvez exporter beaucoup plus de champs d'information, mais dans ce cas-là, le nombre de registres que vous allez exporter est limité à votre abonnement annuel. Donc, à chaque fois, il va falloir décider quelle est celle que j'utilise, euh, parce qu'on ne va pas dépenser sans raison notre abonnement si on en a un, alors qu'ici, on a des choses illimitées. On va toujours utiliser avec
à bon escient les outils qu'on a à notre disposition. Donc ça, c'est ce qu'on a ici au début 2023. Néanmoins, il y a un changement qui va avoir lieu dans quelques mois, en novembre 2023. Il a été annoncé en novembre 2022. Euh, la technologie que nous utilisions pour ces API est une technologie SOAP, une technologie assez ancienne, et nous allons passer à une technologie REST beaucoup plus moderne. Donc, je parle à nouveau à des informaticiens. SOAP, technologie un peu ancienne, et AMR encore plus. Et nous allons passer à une technologie beaucoup plus moderne, et également un changement par rapport aux deux qui sont gratuites. Elles sont fusionnées maintenant en une seule API qui s'appelle Web of Science Starter API. Si vous êtes nouveau et que vous voulez utiliser cette Starter API, elle est gratuite, vous pouvez créer un compte, je vais vous dire à continuation comment faire. Si vous étiez déjà un utilisateur d'une de ces deux API, n'oubliez pas d'effectuer cette étape et de passer à la nouvelle version avant novembre. Et sinon, vous recréerez un compte. Il y a aucun souci par rapport à ça. Donc, nous remplaçons ces deux API qui existent encore avec cette ancienne technologie SOAP par une seule, beaucoup plus flexible d'ailleurs, et qui s'appelle Web of Science Starter API. Alors, et vous voyez ici au niveau de la gratuité pour les utilisateurs, vous pouvez exporter jusqu'à 50 000 documents par année et faire 50 requêtes par jour. Donc ça, c'est pour les chercheurs en fait. Pour quelque chose de plus puissant au niveau institutionnel, là, il est nécessaire d'avoir un abonnement. Donc ça, c'est pour votre information pour Starter API, mais il reste une partie qui reste gratuite pour les utilisateurs, les chercheurs par exemple, certains qui font des exportations pour leurs projets et autres. Pour la création d'un compte et l'ouverture de l'accès à ces API, il faut aller sur cette page-là. Je vous laisserai cette URL dans mon matériel developerclarivate.com. Et vous avez toute l'information dans ce portail sur les différentes API. Alors là, c'est un collègue qui a fait les différents stades pour l'inscription. Je vous laisserai ça dans mon matériel. Et alors là, c'est les différents pas à suivre pour la création d'un compte. Donc ça, vous l'aurez également dans le matériel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est assez long. Donc il faut prendre son temps, il faut être calme et suivre tous les pas pour l'ouverture d'un compte. C'est un petit peu plus compliqué que de créer un compte dans Web of Science. Nous devons vérifier à chaque fois que quelqu'un se met en contact avec nous que c'est bien un utilisateur de Web of Science. Donc, je vous conseille d'utiliser votre email institutionnel pour que nous puissions vous rattacher à votre institution et vérifier que vous avez bien un accès à Web of Science à travers votre institution. Si vous nous contactez avec un Gmail, nous ne saurons pas qui vous êtes. Donc ça va être beaucoup plus compliqué de vous ouvrir un accès si vous êtes un chercheur. Pour les institutions, c'est beaucoup plus simple. Ils utilisent toujours leur email institutionnel et donc on les relie très facilement à leur abonnement à travers le CNRST, la licence nationale pour les universités publiques marocaines. Et pour les experts, je vous laisse dans cette diapositive des liens qui peuvent vous être utiles. Comme moi, je ne suis pas informaticienne, j'ai beaucoup de mal à suivre ce thème-là, donc je préfère faire la présentation de base et ensuite vous laisser les liens pour que vous puissiez vous-même aller regarder ces différentes pages et trouver ce qui est le plus utile pour vous. Donc voilà pour les différentes API, certaines gratuites pour tout type d'utilisateur et d'autres, surtout la Expandit, qui nécessitent un abonnement supplémentaire. Maintenant, on va revenir à des choses que vous pouvez faire dans Web of Science et c'est des choses qu'on a déjà fait au moins 2 fois lors des modules antérieurs. Dans le premier module pour un projet, la semaine dernière nous l'avons fait pour un chercheur. Aujourd'hui, nous allons refaire ces exercices pour une institution, c'est-à-dire l'analyse des documents et la création d'un rapport citationnel. Alors, nous allons faire ça dans Web of Science et je reviens
à la requête que j'avais ici. Alors, je vais enlever ce filtre. Voilà. Alors, j'ai cherché tous les documents avec au moins un auteur affilié à l'université Mohamed V de Rabat. Avant de faire mon analyse, je vais appliquer un filtre que je vous ai déjà appris, qui est type de document, mais je vais le rappeler aujourd'hui, j'en profite. Je vais garder uniquement deux types de documents. Et comment est-ce que je vais le faire pour la typologie de documents? Eh bien, je vais exclure ce qui ne m'intéresse pas et garder ce qui m'intéresse. Donc, je vais garder uniquement les articles et les articles de synthèse, en anglais Review Article, et je vais exclure tout le reste avant de faire une analyse. Par exemple, il y a des chapitres de livres, il y a des lettres, il y a tout ce qu'on peut trouver dans une revue. Il y a également des documents qui ont été éliminés, retracted publication, vous voyez, ou d'autres avec une petite alarme. Attention, nous sommes en train de faire ici, une petite investigation par rapport à ce document et je ne veux pas les analyser. Donc, j'exclus tout ce que j'ai sélectionné ici et je garde uniquement ce qui est désélectionné. C'est la meilleure manière de procéder pour la typologie. Voilà. Et comme ça, je m'assure qu'il me reste uniquement deux types de documents, articles et articles de synthèse. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ces deux types de documents? Parce que c'est ceux qui sont les plus utilisés dans les méthodologies des classements internationaux. Donc je me suis dit, bah, je vais faire pareil. Donc c'est à titre d'exemple, comme ça vous voyez comment ça marche. Je ne vais pas faire une analyse de toute la production scientifique, je pense que ça n'a pas de sens. On va plutôt regarder, on va prendre une période de 5 années par exemple. Donc je vais sélectionner les publications entre 2018, 2019, 20, 21, 22, 5 années, voilà, on va garder ça. Et je vais appliquer le filtre, Refine. Il nous reste 6000 documents et maintenant je vais faire mon analyse. Vous connaissez le bouton, il est ici et celui d'à côté c'est pour les citations. Alors vous pouvez aller directement à analyse, mais vous avez, on va dire, un petit raccourci parmi les filtres qu'on voit sur la gauche. On va pouvoir voir par exemple les affiliations les plus courantes qui apparaissent ici, et les revues les plus courantes et également les éditeurs les plus courants pour ces 6000 documents. Donc ça, c'est vraiment un petit, comme un raccourci où on voit rapidement ceux qui vont nous apparaître dans l'analyse et on va les retrouver dans l'analyse ici, analyser ces 6000 documents. Et par exemple, si je vais à affiliation, voilà. Alors, je vais mettre un petit peu plus petit mon écran pour qu'on puisse voir. Je suis en train de regarder les affiliations. Je vais en mettre jusqu'à 25 ici dans ma figure. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette figure? Pourquoi est-ce qu'on voit d'autres affiliations que Mohamed V Université de Rabat? On est en train de voir ici les affiliations de tous les auteurs de ces 6000 documents, pas uniquement les auteurs de Mohamed V. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est les collaborations. On voit 6000 documents avec au moins un auteur de Mohamed V Université et on voit les affiliations des co-auteurs. Donc ça nous donne une information très intéressante sur les collaborations. Et comme d'habitude, qu'est-ce qu'on voit? On voit les voisins toujours au début. Là, un hôpital universitaire, c'est très logique. Et on voit aussi, ça c'est très fréquent avec le Maroc, des collaborations avec des universités françaises. Et puis ensuite d'autres universités marocaines. Donc, pas trop étonnant ce qu'on voit. Et ensuite, on voit d'autres pays, d'autres institutions. Donc voilà pourquoi on voit plus que université, parce qu'on voit, on est en train d'analyser tous les auteurs de ces 6000 documents et donc on voit les affiliations des co-auteurs. Mais il y a plein d'autres manières d'analyser. Alors là, je suis en train de regarder pour une institution. Alors, je vais mettre maintenant un petit peu plus gros pour que vous puissiez lire. Euh, accès libre, par exemple. Quelle est la proportion du document en accès libre? La moitié, à peu près.
et on peut voir qu'il y a une grande proportion, 2000, un tiers à peu près, dans des revues en accès libre, c'est ce qu'on appelle Gold. Donc ça, c'est pas mal du tout à voir. Qu'est-ce qu'on peut voir également? Des choses qu'on n'a pas regardées souvent. Les langues, tiens, les langues. Puisqu'on a toutes les langues dans Web of Science, pas uniquement l'anglais. Les registres sont toujours en anglais, mais la langue originale peut être différente. Donc surtout des publications en anglais, mais nous avons également dans des revues en langue française, 8 en langue espagnole, 2 en langue arabe, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'on voit toutes ces langues-là? Parce que, en fait, le chercheur marocain n'est pas forcément celui qui écrit l'article. Il peut être l'auteur principal ou il peut être un des co-auteurs. Et donc c'est pour ça qu'on voit eh bien, des langues auxquelles on ne s'attendrait pas au départ. Ici, l'espagnol, le portugais ou l'allemand, soit il peut avoir une double affiliation aussi, c'est possible. Mais en général, c'est parce que c'est une collaboration étrangère et donc l'auteur principal a préféré écrire dans sa langue et le co-auteur marocain figure parmi les auteurs. Donc ça, c'est aussi très intéressant à voir. Et on va en utiliser un dernier. Il y a une grande liste, hein, vous pouvez jouer avec. À nouveau, c'est toujours la même liste, hein, quel que soit. C'est la troisième fois qu'on le fait, ça. Aujourd'hui, avec la production scientifique d'une institution. Nous allons regarder les financements. Alors, les financements, c'est Funding Agencies. Voilà. Alors là, je suis étonnée de ne pas avoir de financement marocain. Je pense qu'en fait, ils ont... Ah, si, on a CNRST Morocco, mais j'ai l'impression que ça n'a pas été unifié. On peut avoir le Maroc dans plusieurs lignes, donc ça, on va en parler, on va améliorer ça dans les prochains mois avec le CNRST. Je m'attendrai plutôt à avoir le Maroc en première position. Je pense que c'est une question d'unification. Alors, nous voyons la Commission européenne en premier lieu. NSF aux États-Unis, gouvernement espagnol, ANRC en France, UK en Angleterre, etc., etc. D'où provient cette information? Au cas où vous auriez oublié, parce que c'est quelque chose qu'on a vu également, cette information provient du propre document. J'ai par exemple la possibilité ici de d'ouvrir les 450 documents avec au moins un auteur de Mohamed V et ces documents, ces projets qui ont reçu des financements européens. Je vais en ouvrir un par exemple. Et cette information, elle est juste en bas. En général, elle provient des remerciements Horizon 2020, voilà le programme de financement européen. Et petit à petit, nous ajoutons aussi des informations d'autres sources pour compléter ce qu'on a ici dans ce tableau. Donc voilà pour l'analyse. Une analyse un petit peu différente aujourd'hui. Je vais remettre un petit peu plus en grand. Voilà, je suis à 100%. Je reviens à mes résultats. Résultats de ma requête avant l'analyse, c'était ici. Voilà, 6300 documents. Et maintenant, on va à nouveau faire un rapport citationnel, cette fois-ci pour la production scientifique de Mohamed V entre 2018 et 2022. Plutôt que de regarder, alors là, c'est Newest First, on va mettre plutôt citation, celui qui a reçu le plus grand nombre de citations, par exemple, ici. Plutôt que de regarder document par document les citations qu'ils ont reçues, eh bien, on va faire un rapport avec toutes ces citations, le total. Voilà. C'est énorme. On a 36 000 citations, sans autocitation 34. Si on enlève ces 6 300 documents. Euh, on a ce qu'on a déjà vu plusieurs fois ici, toute l'analyse, le tableau qui peut être exporté, la visualisation. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les documents citants. Et on y a accès derrière ces liens qu'on voit ici. Et surtout les documents citants sans autocitation. Je peux les ouvrir ici directement. 34 176 documents citants. Et je peux également les analyser. Donc aujourd'hui, je vais le faire en deux pas, mais je pourrais le faire en un seul pas. Alors j'ouvre d'abord les 34 000 documents citants. Voilà. Et ensuite, je les analyse. Et pourquoi est-ce que je vais les analyser? Parce que je veux savoir d'où proviennent ces citations. Je vais regarder par affiliation.
ça me semble très intéressant de voir quels sont les auteurs, les affiliations sont en train de citer nos auteurs à nous, Mohamed V par exemple. Et nous voyons beaucoup de citations qui proviennent d'Égypte, ensuite des universités françaises, du CNRS, de l'Académie de sciences chinoise, du système d'université californien, CSIC en Espagne, etc., etc. N'est-ce pas intéressant de voir la portée du travail d'un groupe de chercheurs dans une université? Donc vous pouvez faire ça pour une université ou même pour un groupe de chercheurs plus petit. Donc cette analyse pour savoir d'où proviennent ces citations. Je vais en mettre jusqu'à 25 ici, dans cette visualisation. Je vous rappelle que la liste complète, elle est en bas et vous pouvez la télécharger et faire une analyse plus poussée, puisqu'on a fait ça déjà plusieurs fois au cours des derniers modules. Je vais continuer avec cet exemple de l'analyse de la production scientifique d'une institution. Maintenant, ce qu'on va regarder, par exemple, c'est par pays. On peut avoir des surprises. Pays, c'est ici Country Regions. Ah ah! Quand on réorganise par pays, on voit que le plus grand nombre de citations provient d'auteurs en République populaire de Chine. Ensuite, les États-Unis, ensuite l'Inde, etc., etc., avant même de voir le Maroc. Donc, à nouveau, la portée internationale du travail des chercheurs de Mohamed V. Et vous pourriez, par exemple, filtrer pour une discipline spécifique au sein de l'université. Ce serait également très intéressant. Donc, voilà quelques idées d'analyse que vous pouvez faire. Je vous laisse continuer à jouer un petit peu avec ce qu'on voit ici pour avoir à chaque fois des perspectives différentes. Pour ma part, je reviens au résultat précédent. Alors, citation, résultat, je pense que c'est ici. Voilà, les résultats que j'avais antérieurement. Et donc ça, c'était pour l'analyse des documents et des citations. Et je voulais conclure cette partie. Donc, je suis sortie du mode présentation pour vous dire que c'est ce qu'on a à l'heure actuelle, mais vous allez voir des changements dans les mois et les années à venir parce que Clarivate et ProQuest sont maintenant une seule et même entreprise et nous avons déjà commencé, mais nous allons continuer à intégrer l'information et les outils des deux entreprises. Donc c'est une excellente nouvelle puisque nos contenus sont très complémentaires, notamment ProQuest pour ce qui est des sciences sociales et des humanités et a des collections bien plus développées que celles de Clarivate et des outils pour bibliothèque et administration qui sont également très spécifiques et très utiles. Donc ça, c'est le début d'une nouvelle très belle histoire et vous allez pouvoir voir ces développements dans les prochaines années, donc un avenir brillant pour Web of Science et pour tous les autres outils grâce à cette fusion des deux entreprises. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à voir lors de cette première partie? Je voulais ici vous rappeler ce qu'est un highly cited paper et un hot paper. Nous l'avons vu en 2022, mais comme c'est quelque chose de très important, je voulais quand même le rappeler ici aujourd'hui avant de retourner à Essential Science Indicators. Alors, ces documents hautement cités, highly cited et hot paper, cette information provient d'une plateforme qui s'appelle Essential Science Indicators. C'est dans cette plateforme que ces documents sont identifiés. Et dans Web of Science, la seule chose qu'on voit, c'est l'image et un lien. Donc, documents hautement cités, mais ils sont quand même différents l'un de l'autre. Ça, c'est pour les liens. Je les rappelle aussi, notamment à Essential Science Indicator pour l'accès. C'est pareil que pour Web of Science, il faut être soit dans les murs de votre institution, c'est-à-dire avec leur accès Internet. Si vous travaillez en mode nomade, à ce moment-là, il faut
également un accès nomade comme pour Web of Science. Et là, vous voyez la définition. Alors, je vais vous l'expliquer parce que c'est un petit peu ennuyeux de le lire. Highly cited paper est toujours un document des 10 dernières années. Et quand on regarde les documents des 10 dernières années et qu'on les compare à des documents similaires publiés la même année, avec la même typologie et dans la même discipline, les highly cited papers, documents hautement cités, sont ceux qui sont dans la partie 1% supérieure avec le plus grand nombre de citations. Le symbole, c'est celui-là avec une coupe qu'on voit, comme pour la Coupe des champions. Alors qu'un hot paper, hot topic, quelque chose de plus récent, quelque chose d'actualité, c'est un document qui a été publié dans les 2 dernières années. Et ce document récent des 2 dernières années, quand on regarde son nombre de citations et qu'on compare avec des documents similaires, publiés le même mois, publiés dans la même discipline et avec la même typologie, c'est ceux qui sont dans la partie 0,1% supérieure avec le plus grand nombre de citations. Et le symbole, c'est cette flamme, hot, chaud, quelque chose d'actualité. Et ces symboles, on les voit, c'est la seule chose qu'on voit dans Web of Science avec le nom. Mais c'est calculé dans Essential Science Indicators. On va regarder ça dans notre liste parce qu'on en a quelques-uns pour l'Université Mohamed V de Rabat. On a même des filtres rapides ici, sur la gauche. Highly cited paper, 10 ans. Hot paper, 2 ans. Je vais sélectionner les deux, comme ça on va voir ce qu'on a. Refine. Voilà. Ils apparaissent sur la gauche quand on est dans une liste de résultats, ou bien, alors ce que je vais faire, c'est que je vais en choisir un qui a les deux, parce que ça arrive, on peut avoir des documents qui ont les deux, voilà. Ça arrive très souvent, pas tout le temps, que les hot papers soient aussi des highly cited papers. Donc je vais en ouvrir un. Quand j'ouvre sa notice, registre dans Web of Science, l'image apparaît dans le petit carré du réseau citationnel, highly cited et hot paper. Et c'est quelque chose qu'on peut cliquer. Alors, à nouveau, un petit problème de connexion. Je vais recharger ma page. Je vais fermer ça en attendant. Quel jour sommes-nous? Nous sommes... Ouais, c'est pas normal qu'à cette heure-là. Normalement, c'est le vendredi matin qu'il y a des actualisations. Alors. C'est vraiment dommage que ça arrive pendant ma formation. Bon, je vais le laisser se mettre à jour. Je vais vous montrer à travers mes diapositives. En fait, quand on clique sur ces deux icônes, on a des fenêtres émergentes qui apparaissent et qui nous expliquent la définition du highly cited et du hot paper. 0,1% supérieur dans la discipline engineering et 1% supérieur dans ce cas-là dans la discipline engineering. Mais bon, il y a 22 disciplines et là, on nous dit que les données proviennent de Essential Science Indicator. Donc, c'est l'outil que nous allons continuer à apprendre aujourd'hui. Néanmoins, je voulais revenir ici et sinon, ce que je vais faire, je vais essayer de rouvrir une nouvelle page. Allez. Ça avait réussi à résoudre avant. Voilà, exit. On recommence. Il y a un dernier petit exercice que je voulais faire. Voilà, donc on refait cette requête. C'est pas grave. On va pas aller plus loin. Donc vous voyez à nouveau ici, donc il y en a plus parce que j'ai pas appliqué les filtres d'année. Ce que je voulais vous montrer, c'est si... Ah bah tiens, c'est pas mal ça. J'ai ces 24 000 documents organisés par document le plus cité, celui-ci, 3400 citations. Et ensuite, le deuxième, 3100 citations, vous voyez, il est pas highly cited. Et le troisième, 2700, il est highly cited, celui-là aussi, et parfois, dans la liste, on en voit
qui n'ont pas le titre de document hautement cité. Est-ce que c'est une erreur? Non, ce n'est pas une erreur. Je vous rappelle que c'est quelque chose qui est dynamique. Tous les 2 mois, on a une actualisation dans Essential Science Indicator et un Highly Cited Paper est toujours un document des 10 dernières années. Qu'est-ce qu'on voit ici? Le deuxième, bien qu'il ait 3100 citations, c'est un document de 2008. Il n'est plus dans les 10 dernières années. Et c'est pour ça que certainement il a eu cette distinction, mais il l'a perdu une fois qu'il est sorti de ce calendrier déroulant qui s'actualise tous les 2 mois, qui bouge, qui est des 10 dernières années. Alors que là, on revient à 2016, 2017. Donc, un highly cited paper n'est pas forcément l'article le plus cité de tous les temps. C'est toujours un document des 10 dernières années pour celui-là. Et pour un hot paper, je vous rouvre un hot paper, c'est toujours les 2 dernières années. 2021, 2021 et 2021 dans ce cas-là. Ça pourrait également être 2022. Et cette information, elle est mise à jour tous les 2 mois parce qu'elle provient de Essential Science Indicators et Essential Science Indicators est mis à jour tous les 2 mois. Donc c'est quelque chose de dynamique. Un document n'a pas cette distinction une fois, pour toujours et à jamais. C'est quelque chose qui est dynamique. Donc il peut le gagner, le perdre et le regagner, etc. Et au bout de 10 ans, ces distinctions n'apparaîtront plus ici dans Web of Science. Ils seront en dehors de ce menu de SI. Donc voilà pour le rappel de ce que sont ces deux types de documents. Et maintenant, nous allons retourner à Essential Science Indicators pour comprendre un petit peu mieux le calcul de ces deux types de documents hautement cités et également d'autres indicateurs que nous allons voir dans cette plateforme puisque nous allons faire des exercices un petit peu plus poussés. Alors maintenant que nous connaissons la définition d'un highly cited paper et d'un hot paper, la question que vous posez certainement, mais combien de citations est-il nécessaire pour être considéré comme un de ces documents hautement cités? Et cette information, elle provient de cette plateforme. Et pourquoi est-ce que tous les documents, quels qu'ils soient, ne peuvent pas être des highly cited papers? Alors en fait, ici, c'est quelque chose que vous avez vu plus d'une fois au cours de cette formation, une diapositive que je vais réutiliser aujourd'hui dans le cadre des documents hautement cités. Quand on a par exemple deux documents avec chacun leur nombre de citations qu'ils ont reçues, comment est-ce qu'on va pouvoir savoir si le nombre de citations est élevé ou il est bas, ce nombre de citations? Tout va dépendre du contexte. Et ici, on a une image, par exemple, qui nous dit est-ce que le numéro 20, c'est un bon chiffre ou c'est un mauvais chiffre? Eh bien, tout dépend de l'échelle. Si l'échelle s'arrête à 25, 20, c'est un bon chiffre, il est dans la partie supérieure. Mais si l'échelle va jusqu'à 1000, eh bien 20, c'est rien du tout en fait. Et c'est ce qu'on appelle la contextualisation ou bien la normalisation. Pour pouvoir interpréter, aujourd'hui parlons des citations d'un article, pour pouvoir les interpréter, nous devons connaître le contexte dans lequel nous nous trouvons. Par exemple, de le contexte, nous allons prendre en compte la discipline dans laquelle nous nous trouvons, puisque ça varie énormément d'une discipline à l'autre. L'année de publication également. Un document récent aura eu très peu de temps pour accumuler des citations. Un document plus ancien aura eu beaucoup d'années pour les accumuler. Et ça n'aurait aucun sens de comparer ces deux documents. Et également la typologie de ces documents. Par exemple, nous savons que les articles de synthèse, en anglais review articles, attirent beaucoup plus de lecteurs, puisque c'est des résumés en fait. C'est très pratique de lire un article de synthèse. Donc beaucoup plus de lecteurs et ensuite beaucoup plus de citations
par rapport à un article qui décrit une nouvelle étude avec des nouveaux résultats, où là, uniquement les personnes qui sont intéressées par exactement cette étude vont le lire. Donc ça, ce sont des facteurs qui jouent sur le résultat final, qui affectent le résultat final. Donc c'est des paramètres toujours à tenir en compte quand on fait une comparaison. Et je vais vous montrer d'où vient ce tableau. Justement, il vient de Essential Science Indicators, donc je vais rouvrir cette page-là. Donc, essi-clarivate.com, c'est la page initiale, et nous avons un onglet, Field Baselines, qui nous permet justement de voir ce que je vous disais. Je vais essayer de le mettre un petit peu plus gros pour que vous puissiez le lire un peu mieux. Voilà. Alors, dans ce tableau, premier onglet, Citation Rates, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons les 22 disciplines de SI et nous voyons des années. Alors, l'ascenseur n'est pas pratique, il est en bas, donc il s'arrête à 2022. Mais après, j'ai plus les disciplines, donc je vais rester de ce côté-là. Et nous voyons les moyennes de citations par discipline et par année. Par exemple, pour la discipline de chimie, un document publié en 2015, pour les documents publiés en 2015, la moyenne des citations est de 26, alors qu'elle est de 14 pour les documents publiés en 2019. OK? Plus c'est récent et moins il y aura de citations. Donc ça, c'est pareil pour toutes les disciplines. Maintenant, regardons, on descend un petit peu plus dans le tableau et on va comparer la microbiologie et les mathématiques. Est-ce que vous voyez cette différence? C'est énorme. Et cette différence, c'est pour toutes les années. Et là, je vous montre ces deux lignes-là pour que vous voyez comme le paramètre discipline est extrêmement important. D'une discipline à l'autre, les citations varient énormément parce que le comportement citationnel est tout simplement différent. La manière de travailler est différente dans ces disciplines. Ça ne veut pas dire que la microbiologie est plus importante que les mathématiques ou est meilleure que les mathématiques. C'est tout simplement des contextes différents. Donc on ne va jamais comparer une publication de microbiologie avec une publication de mathématiques pour les citations, puisque ça n'a aucun sens. Ce sont des contextes différents. Donc dans ce tableau, c'est très intéressant de voir ces variations et ces moyennes par discipline et par année. Et c'est grâce à ces moyennes que nous pouvons déterminer les seuils pour les highly cited et hot paper qui sont dans le troisième onglet. Et je vais regarder d'abord celui-ci, highly cited thresholds. Donc nous avons fait le calcul et pour, par exemple, une publication en ingénierie, un paper en ingénierie de 2018, il faut qu'il ait au moins 113, reçu au moins 113 citations pour être considéré comme un highly cited paper. Et ce chiffre, il n'est pas gravé dans le marbre. La page de Highly Cited Paper, tous ces tableaux, toutes ces analyses sont mises à jour tous les 2 mois. Nous avons ici en pied de page, nous savons que la dernière mise à jour date du 12 janvier. Et si nous cliquons ici, nous allons voir que le 12 janvier, alors là, il faut que j'ouvre cette table-là, voilà, 2021, voilà. Le 12 janvier, nous avons incorporé les 10 années de documents suivants de 2012 à octobre 2022 uniquement. Prochaine mise à jour au mois de mars et nous aurons de 2012 à décembre 2022. Donc, toujours un groupement de documents et nous voyons ici la précision. Quand est-ce que nous avons mis à jour et quels sont les documents de Web of Science, ça vient toujours de Web of Science, que nous analysons. Donc, ce tableau, tous les 2 mois, il va changer et les seuils vont toujours changer. Et si un document est à la limite de ce seuil, il se peut qu'il rentre et qu'il sorte constamment de Web of Science. Même chose pour les
hot paper. Alors là, c'est plus les 10 dernières années, c'est les 2 dernières années. Donc on va avoir un cadre ici un petit peu plus précis quant aux années de publication, 2021, janvier, février, mars, etc. Et puis ça continue jusqu'en 2022. Voilà, pour les derniers qu'on voit ici. Et on va faire la même lecture pour une publication en immunologie avec une date de publication en mars 2021. Il faut que ce document ait reçu au moins 22 citations pour être considéré un hot paper. Et là, j'en profite, puisqu'on est en train de parler de mois, etc. Dans Essential Science Indicators, nous prenons en compte maintenant la date Early Access, accès anticipé, qui parfois est très différente de la date de publication finale. Pourquoi est-ce que nous prenons cette date en considération? Parce qu'en fait, à partir de cette date-là, le document, il est accessible, il est lisible, il est citable. Donc, ce serait injuste de comparer avec un document avec une date finale de publication qui est la même, mais un accès anticipé qui était 2 années avant, par exemple, ou 1 année avant. Et des fois, ça arrive. Pas pour des articles, mais pour des chapitres de livres et pour des conference proceedings, ça arrive très souvent. Donc voilà, c'est toujours l'accès anticipé quand il y a lieu. Tous les documents n'ont pas un accès anticipé. Donc voilà, maintenant nous voyons ces seuils et nous savons exactement quel est le seuil nécessaire, le nombre de citations nécessaires pour être considéré un document aussi hautement cité, soit hot paper, soit highly cited paper. Mais au-delà de ces deux typologies, nous avons également d'autres choses qui apparaissent dans Essential Science Indicators qui sont les institutions, les revues et les pays. Et dans ce cas-là, les données sont différentes. Là, ça va être beaucoup plus simple. Alors ça, c'est ce qu'on vient de voir. Alors, nous avons également dans ici, alors on va oublier les chercheurs, on va les voir, mais on va les oublier. On ne va pas les utiliser, jamais, parce qu'en fait, ils ne sont pas unifiés, ces chercheurs. Ils ont les variations, donc ça n'a aucun sens de les utiliser. On va plutôt regarder ici institutions, pays et revues. On va également prendre les données des 10 dernières années pour ces trois-là. Et vous voyez, les seuils sont différents. 50% pour les revues et les pays et 1% pour les institutions, c'est-à-dire les 1% des institutions les plus citées dans une discipline déterminée et par exemple pour une année de publication déterminée. Donc ça, c'est des choses qu'on peut également analyser dans SI et on va revenir au tableau que je vous montrais. On va voir les seuils aussi. Alors le tableau, ça c'est un screenshot. Il est également dans cet onglet d'ici, SI Thresholds, et vous voyez ici les seuils de citation pour une institution, pour une revue et pour un pays dans chacune des disciplines. Ça, c'est pour la théorie. Et maintenant, on va passer à la pratique, parce que c'est ce qui est plus intéressant, c'est la pratique. Et pour les exercices, on vient à cette partie-là. Alors, vous voyez cet outil, il est vieux. On ne va pas mentir, c'est un outil qui a déjà quelques années. Il va être complètement modernisé bientôt. Vous avez vu comment Web of Science est devenu très moderne, JCR aussi pour ceux qui l'utilisaient depuis très longtemps. Et bien bientôt, nous aurons également Essential Science Indicators avec une plateforme et une technologie beaucoup plus récente. Pour l'instant, on reste avec cet outil un petit peu vieillot, mais qui fonctionne très bien malgré son apparence. Alors, quand on est dans la page de départ, on voit une carte géographique qui n'est pas forcément très utile, avec des couleurs, là on nous dit où est-ce qu'il y a des hot papers. Moi, en général, je la cache et je préfère les données qui sont beaucoup plus utiles pour en tirer des statistiques. Alors, faisons quelques exercices. Les filtres, comme d'habitude, sont du côté gauche. Et top paper, qu'est-ce que ça veut dire? Top paper, c'est la somme
des highly cited et des hot papers. Et c'est une des données qu'on voit dans ce tableau. Par exemple, là, on voit les disciplines et on voit le nombre de top papers. Si je ne veux voir que les highly cited papers, je clique ici. Vous voyez, la dernière colonne a été changée. Je n'ai que des highly cited papers. Ou bien j'ai que des hot papers. Ou bien j'ai les deux et on les appelle top papers. Donc ça, c'est au niveau mondial pour les 10 dernières années. Maintenant, on va se concentrer sur le Maroc. Et plutôt que de voir des disciplines, j'aimerais voir des institutions. Institutions, je les vois toutes pour le monde entier. Et je vais appliquer un filtre. Je veux voir les institutions. Ah oui, le filtre, je vais devoir plutôt l'appliquer ici. Pardon. Filtre country Morocco. Voilà. J'attends un petit peu. Et maintenant, je vois Result List Institution. J'ai appliqué le filtre ici. Institution marocaine. Et j'ai un tableau avec différentes données. Alors, voyons voir. Euh, L'institution qui publie le plus, je vais organiser en fonction des différentes colonnes. Mohamed 5, Université de Rabat, ensuite Kadi Ayad, Hassan 2, etc. Mais j'ai d'autres colonnes. Quelle est celle qui reçoit le plus de citations? Ben, je pense que c'est celle-là aussi, d'après ce qu'on voit. Mais si on regarde les moyennes de citations, alors là, c'est plus intéressant. Moyenne de citation, oups, ici, 36, c'est pas forcément les grandes universités qui ont la moyenne la plus élevée. Alors, plutôt que de le faire au niveau national, ce qu'on va faire maintenant, je reviens à cette première colonne, c'est qu'on va voir des institutions dans une discipline déterminée. Research Field, on va regarder la physique, par exemple. Vous voyez ici les 21 disciplines de SI. Physics, allez. Je pourrais en mettre plus d'une, mais aujourd'hui, je vais faire qu'une seule, c'est plus facile à interpréter. Voilà. Alors maintenant, je vois une liste d'institutions. J'ai appliqué ici un filtre Maroc et j'ai appliqué ici un autre filtre discipline de physique. Il ne me reste plus que 4 institutions. Celle qui publie le plus, j'ai organisé par cette colonne, est l'université Mohamed V de Rabat. Celle qui reçoit le plus grand nombre de citations, en général c'est celle qui publie le plus, c'est l'université Mohamed V de Rabat. Voyons la troisième colonne. Celle qui a le plus grand nombre de citations par document, la plus grande moyenne. Alors là, ça change. On voit l'université Mohamed Ier de Oujda, avec 38 citations par document en moyenne, alors que la grande université qui publie énormément, elle a une moyenne de citations plus faible. Donc c'est intéressant de voir ça. C'est pas forcément la grande université qui publie beaucoup, qui accumule beaucoup de citations, qui a la meilleure moyenne. Ça peut être une université beaucoup plus petite. Et si on regarde en top paper, alors on va réorganiser en top paper cette fois-ci. Bon, les grandes universités, bien sûr, ont un avantage. Néanmoins, c'est intéressant de voir que maintenant, nous avons en première position Casablanca avec 58 top paper et seulement ensuite Mohamed V avec 52. Alors, ça nous introduit un petit peu au monde de la bibliométrie. La bibliométrie, c'est justement voir l'impact académique, comparer les citations, et il faut toujours se mettre dans un contexte déterminé, et il faut toujours prendre plusieurs indicateurs. Parce que sinon, on n'utilise qu'une seule paire de lunettes et on voit les choses sous un seul angle. Alors qu'en les regardant sous différents angles, comme n'importe quel objet, on va avoir une visualisation complètement différente. Et là, vous voyez que simplement avec 3 colonnes différentes, voire même 4, en fonction de comment j'organise mes résultats, j'ai des classements complètement différents. Ça ressemble aux classements internationaux qu'on voit dans les informations, classements internationaux des universités. Il y en a pas mal des rankings internationaux des classements et chacun a des résultats différents. Pourquoi?
Parce que chaque classement a sa propre méthodologie et ses propres indicateurs. Et donc, en fonction de la source des données, en fonction des indicateurs qu'ils vont utiliser, en fonction de la méthodologie, comment est-ce qu'ils vont combiner ces indicateurs, ils arrivent à des résultats différents. Et je pense qu'avec le petit exercice qu'on vient de faire, maintenant vous pouvez comprendre pourquoi chaque classement est différent parce qu'ils vont utiliser des perspectives différentes. Là, j'ai simplement 4 colonnes et 4 perspectives différentes. Alors, on en profite, on est dans cette analyse-là pour la physique et pour les institutions marocaines. Ces top papers, est-ce que je peux les voir? Oui. Vous voyez que quand je mets ma souris dessus, ça s'active et par exemple, je vais pouvoir voir ces 58 documents avec au moins un auteur de Casablanca. J'ai cliqué dessus et j'atterris sur une liste de documents dans une autre page, chacun dans son petit rectangle, et je vois le total de citations dans chacun d'entre eux. Et c'est un lien, normalement le titre, voilà, le titre est un lien vers ce document dans Web of Science. Je peux également exporter ce groupement de documents. Je peux les organiser d'une différente manière. Là, ils sont organisés par citation. Je peux avoir plus d'informations dans chacun de ces rectangles si nécessaire. En ce qui me concerne, cette information est suffisante. Et je vais revenir en arrière. Si vous voulez garder une requête spécifique parce que vous allez la reproduire plus tard, par exemple, c'est comme garder une requête dans Web of Science. Dans ce cas-là, on clique dans Save Criteria et on va garder cette requête dans un de nos classeurs. Donc, une utilisation un petit peu différente. On va faire un autre exercice maintenant. Voyons par exemple, alors on recommence depuis le début, voilà. Dans une liste de revues, j'aimerais une liste de revues dans la discipline de physique, par exemple. Quelles sont celles qui ont le plus grand nombre de top papers? Voilà, journaux, discipline, journaux en anglais, revues en français. Et là, on voit la... Alors, si je l'organise par top paper, Physical Reviews Letters et la revue scientifique qui a le plus grand nombre de top papers. J'ai l'impression que c'était celle qui publie le plus aussi. Ah non, pas forcément, il y a Physical Reviews B ici. Celle qui publie le plus, voyons voir, c'est ouais, Physical Reviews B avec 54 000. Et la moyenne de citations par document, ah, c'est une plus petite revue. Reviews of Modern Physics, qui publie très peu, mais avec une moyenne très très élevée. Donc à vous de voir, je pense que cette information est également très intéressante pour choisir, par exemple, une revue de physique dans laquelle publier. Il y a également des revues multidisciplinaires et là, je vais en profiter justement pour parler d'une exception. Normalement, une revue est uniquement dans une discipline, dans SI, il n'y a pas de recoupement comme dans Web of Science et les catégories. Néanmoins, il y a des revues multidisciplinaires. Comment est-ce qu'on fait pour celle-ci? Et ça, c'est l'exception qui confirme la règle. Voilà. Alors, nous avons, voilà, ces revues qu'on voit ici sont des revues multidisciplinaires qui ne peuvent rentrer dans aucune discipline. On les connaît bien, hein, c'est des revues qui sont très très lues parce que par leur mode de communication, Nature, Science sont les plus connus. Euh, Comment est-ce que nous réindexons leur contenu en fait? Leur contenu est indexé document par document. On essaye, document par document, de les réattribuer dans d'autres disciplines. Euh, Par exemple, voyons voir. Ben, je vais mettre Research Fields et la revue, bah, une à laquelle que je lis, que j'aime bien, qui s'appelle Nature. Voilà. Alors, qui apparaît ici. Voilà.
Alors, cette revue multidisciplinaire, son contenu, vous voyez qu'il est dans Multidisciplinary, mais également dans d'autres disciplines parce qu'il a été en fait distribué document par document dans ces autres disciplines. Comment est-ce qu'on le fait? On regarde en fait toutes les références bibliographiques de chacun de ces documents. Et quand il y a une revue qui vraiment apparaît très fréquemment dans ces références bibliographiques, par exemple une revue de physique, et bien ce document-là ira dans la discipline de physique ou bien dans la discipline de clinical medicine, etc. Donc l'exception pour les revues, ce sont les revues multidisciplinaires qui, dans ce cas-là, leur contenu, on essaye document par document de le redistribuer dans les autres disciplines, tout ceci en analysant leurs références bibliographiques. Donc voilà pour les choses les plus importantes à retenir dans Essential Science Indicators. Il nous reste toutefois une dernière chose à voir. J'avance dans ma présentation, quelque chose dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, et ça s'appelle les Research Fronts. C'est quelque chose qui est très méconnu, mais qui provient également de Essential Science Indicators. Dans ESI, nous avons les Highly Cited Papers, les Hot Papers et également les Research Fronts. Qu'est-ce que c'est qu'un Research Front? Quelque chose qui est à l'avant-garde de la recherche. Nous avons ici une image qui essaye de représenter ce que c'est. Ici, c'est l'horizon de la découverte, des documents qui ont été publiés récemment, qui sont hautement cités et qui font constamment référence à d'autres documents hautement cités avec une co-citation très fréquente. Ce sont comme des réseaux co-citationnels. Et c'est comme ça qu'on détermine les research fronts, des choses à l'avant-garde de la recherche, à la limite de nos connaissances et qui font référence constamment à des documents qui sont des documents clés pour l'avancement de nos connaissances. Je vous remontre un petit dessin qui distingue les documents citants et les documents cités. Et avec quelque chose qu'on identifie comme des co-citations qui sont très très fréquentes. Ces research fronts sont également organisés dans les 22 disciplines de ESI, les 22 qu'on a vus. Et on va voir comment on peut les déterminer. Alors, je vais faire cet exercice devant vous. Au cas où vous ne l'auriez pas vu, vous avez également la possibilité de regarder des research fronts. Et ils ont des noms un petit peu bizarres. Alors, dans ce cas-là, les noms, ce ne sont pas des personnes qui les définissent, c'est l'algorithme, l'intelligence artificielle qui détermine les mots les plus fréquents qu'on voit dans ces documents. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas un titre, qu'on a une séquence de mots, parce qu'en fait, c'est tellement compliqué et c'est quelque chose qui change tous les 2 mois qu'il vaut mieux avoir un outil qui le détermine. Donc voilà comment il s'appelle. On va faire appliquer un filtre par exemple et on va regarder ceux de physique pour voir combien on en a. Donc ça aussi, c'est actualisé tous les 2 mois. On en a 1041 à l'heure actuelle dans la discipline de physique et vous voyez leur nom et vous voyez également le nombre de top papers qui les constituent et également la médiane de l'âge de ces papers. Donc il y en a pas mal, hein. Je vous laisse regarder les titres. Si vous voulez ouvrir l'un d'entre eux, alors, quelque chose que j'arrive à peu près à comprendre en physique, tiens, celui-là, par exemple, le deuxième, les trous noirs. Alors, c'est quelque chose dont on parle beaucoup ces 2 dernières années, depuis qu'on a la première photo d'un trou noir qui est arrivé, je crois, il y a 1 ou 2 ans, qui a fait la une de tous les journaux télévisés et journaux papier, et qui confirmait la théorie de Einstein. Je vais ouvrir ces documents, il y en a 48. Voilà. Et ces documents-là, ils ont une icône différente, verte, Research Front.
Et cette icône verte, vous n'allez pas la voir dans Web of Science. Elle n'est uniquement que dans cette plateforme. C'est un petit peu dommage, mais pour l'instant, c'est comme ça que c'est construit. Donc là, on voit ces documents-là à l'avant-garde de la recherche scientifique. Et au-delà de ce qu'on a alors je reviens en arrière, dans la plateforme en ligne, une information qui est mise à jour tous les 2 mois, nous avons également un rapport annuel qui est publié toujours en fin d'année. Là, il y a une petite exception qui est arrivée, celui-ci n'a pas été publié en novembre 2022, mais plutôt début 2023. Néanmoins, c'est le rapport de novembre. Dans ma présentation, je vous laisse 2 liens. Un vers le lien de presse, parce que ce rapport est fait en collaboration avec l'Académie de sciences chinoise. Ce sont eux qui traitent les données de Clarivate, pour publier ce rapport. Donc ça, c'est la note de presse. Tous les ans, on a une nouvelle édition. Et le deuxième lien, c'est pour télécharger le rapport si vous le désirez. Est-ce qu'il est possible de voir les Research Fronts par institution? Pas dans SI. C'est un travail un petit peu manuel, malheureusement. Donc là, quand vous arrivez à cette page-là, vous devez rentrer vos données pour pouvoir ensuite, en bas, le télécharger. Donc voilà pour les Research Funds. Je voulais un petit peu ouvrir votre regard sur quelque chose qui est assez méconnu et pourtant très très intéressant. Alors maintenant, nous revenons aux chercheurs. Nous avons eu un module complet dédié aux chercheurs, à leur profil, et je voulais profiter de la définition des highly cited et hot papers, surtout highly cited, pour parler des chercheurs hautement cités parce que ces deux informations sont étroitement liées. Nous avons une édition des chercheurs hautement cités tous les ans, au mois de novembre. Nouvelle publication. Donc la dernière liste a été publiée le 15 novembre 2022. Il y a toujours une note de presse par rapport à cette nouvelle publication et pas uniquement une note de presse de Clarivate, mais également énormément d'articles dans tous les journaux de chacun des pays et même les pages internet des institutions, puisque tout le monde est fier de ces chercheurs hautement cités, c'est tout à fait normal. Nous avons également une page web et dans cette page web, il y a la méthodologie qui est décrite. Je vais l'ouvrir. Je vous laisse le lien à cette méthodologie. Elle est longue et elle est compliquée. Je vais résumer pour vous les deux choses les plus importantes. Alors ça, j'en profitais pour le fermer. Les deux choses importantes qui sont dans cette méthodologie, et c'est ce qu'il faut absolument retenir. Les chercheurs les plus cités ne sont pas les chercheurs qui ont reçu le plus grand nombre de citations tout au long de leur carrière. C'est complètement faux. Ce sont plutôt les chercheurs qui ont, dans une discipline déterminée, été les auteurs du plus grand nombre de highly cited papers, c'est-à-dire toujours des documents des 10 dernières années. Pourquoi est-ce que nous utilisons ce critère comme le début de la méthodologie? Parce que sinon, nous aurions toujours des chercheurs avec une carrière bien avancée comme chercheurs hautement cités, et ce serait complètement injuste. Donc, les chercheurs hautement cités peuvent également être des jeunes chercheurs, bien qu'ils aient publié peu. Certains ont la chance d'avoir dans ce peu de publications obtenu énormément de citations et cela va faire que ils peuvent recevoir la distinction de chercheurs hautement cités. Donc retenez bien ça, ce ne sont pas les chercheurs qui ont obtenu le plus grand nombre de citations tout au long de leur carrière. Un chercheur hautement cité Clarivate, Highly Cited Researcher,
ce sont les chercheurs qui, dans une discipline déterminée, il y en a 21, sont les auteurs du plus grand nombre de highly cited papers. Et maintenant, on va aller à la dernière liste. Ceci est le lien pour atterrir sur la page la plus récente. Je vais l'ouvrir. Dans cette page, vous avez différents onglets. Celui-ci que je vais utiliser maintenant pour voir la liste des chercheurs de 2022. Mais vous avez également la méthodologie ici et vous avez les listes des années antérieures dans cet onglet que vous pouvez également télécharger. Vous voyez le nombre total, 6900 Highly Cited Researchers en 2022. Et dans cette liste, je peux appliquer différents filtres. Je vais en appliquer un tout simple. Je vais voir combien il y en a pour le Maroc. Nous en avons deux. Nous voyons ici leur nom, la discipline, dans ce cas immunologie, et dans ce cas-là CrossField. Alors là, c'est encore plus compliqué. Ce n'est pas dans une discipline déterminée qu'il a obtenu beaucoup de highly cited papers, c'est dans différentes disciplines et la méthodologie est un petit peu différente. Donc, je ne vais pas rentrer là plus dans la complication. Si vous voulez savoir ce que c'est que CrossField, il va falloir aller dans méthodologie. Nous voyons leur affiliation primaire, c'est le propre chercheur qui détermine quelle est son affiliation primaire, mais il a la possibilité d'avoir deux affiliations et d'en entrer une deuxième ici dans cette colonne. Dans ce cas-là, ils ont décidé uniquement une seule affiliation et j'ai le lien vers chacun des deux profils. Je vais cliquer sur le premier et je vais cliquer sur le deuxième. Alors, je vais fermer quelques petites pages. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, je vois le profil de Youssef Belmaboukt. Je ne suis pas sûre de bien le prononcer, et sinon je vous demande de me pardonner. Et le deuxième, alors je suis obligée de fermer ici des pages. Ah, j'en ai un qui a été fermé, il va falloir que je le rouvre. Ok, j'ai peut-être pas bien cliqué. Alors, le deuxième profil, voilà. Aziz Bousfiha. Alors, c'est dommage parce que le deuxième profil, c'est cet expert en immunologie n'a pas pris soin de son profil, donc je ne vois pas ses publications. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Je pense que ça vaudrait le coup d'y travailler. Alors que Youssef, si, a pris soin de son profil. Il a même rajouté une photo. Donc nous voyons son nom préféré ici. Et qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce qu'il distingue des autres profils de chercheurs dans Web of Science? Eh bien, ce sont ces icônes que nous voyons ici. Les icônes, la coupe de Highly Cited Researcher. Donc celle qui est en haut indique que dans la dernière édition, cet auteur a reçu la distinction Highly Cited Researcher. Et celle qu'on voit en bas, on voit que c'est pas la première fois. C'est pas qu'en 2022. Depuis 2019, il a reçu 4 années consécutives cette distinction dans la discipline CrossFields. Est-ce que c'est l'auteur qui rajoute ceci dans son profil? La réponse est non. L'auteur n'a aucune emprise par rapport à ces distinctions. Il ne peut pas se rajouter des médailles. Dans ce cas-là, c'est notre entreprise Clarivate qui gère et qui les rajoute le jour où la nouvelle édition a été publiée. Donc c'est Clarivate qui rajoute à chaque profil ces coupes. Dans ce cas-là, ce n'est pas des médailles, c'est des coupes. Et donc, pour être sûr que cette information est véridique. Donc voilà pour un chercheur hautement cité avec cette distinction qui apparaît dans son profil, distinction que nous ajoutons nous-mêmes. Et donc, on en vient à notre... je reviens à mon mode présentation. Donc voilà pour les chercheurs hautement cités. Par ailleurs, cette personne, dans son propre profil, a également la possibilité de télécharger une attestation de chercheur hautement cité. Il a également un lien juste pour lui, par exemple, s'il a besoin de le rajouter à n'importe quelle autre candidature. Pour conclure, il y a également d'autres distinctions que notre entreprise Clarivate attribue
à des chercheurs et nous allons voir deux autres distinctions qui me semblent très intéressantes. Alors, la première, nous l'avons vue. Les chercheurs hautement cités, chaque année, une nouvelle édition. La deuxième est moins connue, elle s'appelle Citation Laureates et ça a à voir avec les prix Nobel, ce sont des prédictions pour les prix Nobel que nous publions chaque année. Et la troisième est encore moins connue, c'est un prix qui s'appelle Eugene Garfield, qui est en hommage au créateur de Web of Science, qui est un prix toujours attribué à un jeune chercheur qui se consacre à la bibliométrie. Alors, voyons pour les Citation Laureates, de quoi s'agit-il? Tous les ans, au mois d'octobre, pardon, l'Académie des Nobel en Suède décerne ses prix dans différentes disciplines. Et Clarivate, le mois antérieur, fin septembre, publie une liste de personnes que nous appelons Citation Laureates, des lauréats de citation, qui ont obtenu pour un ou plusieurs documents un taux de citation exceptionnel au-delà de 1000 ou de 2000 et qui par conséquent seraient euh, euh, méritants d'un prix Nobel parce qu'ils ont fait une découverte extraordinaire pour notre connaissance du monde et de son fonctionnement. Euh, on n'analyse pas uniquement le nombre de citations, vous voyez ici, nous analysons également la pertinence de ce travail et c'est grâce à cela que nous publions cette liste. Nous avons commencé en 2002 à publier ces listes tous les ans avant les prix Nobel et depuis 2002, à 71 reprises, nous avons prédit des prix Nobel. Nous avons ici juste en bas un exemple que j'ai choisi d'un prix Nobel de chimie attribué il y a 2 ou 3 ans à deux femmes pour la première fois. Donc c'était assez en rupture par rapport au Nobel, à la culture Nobel, on va dire, où il y a une femme et des hommes. Et là, c'était uniquement des femmes et il y en avait deux. Et la deuxième chose qui distinguait ce prix Nobel, c'était que ce n'était pas pour un travail qui avait été publié des dizaines d'années avant, ce qui est très souvent le cas, c'était pour une publication qui avait moins de 10 ans. Donc vraiment, c'était un fait assez exceptionnel. Et cette publication, donc c'était un prix Nobel de 2022, il me semble, 2022, non 2021, pour une publication de 2012 que je vais vous ouvrir ici. Et donc ce prix Nobel, c'est pour la découverte de ces ciseaux génétiques qui peuvent être adaptés pour notre ADN en fait, la coupure de l'ADN pour l'édition génétique qui est utile dans diverses disciplines. Entre autres, là où c'est beaucoup utilisé, c'est pour l'agriculture en fait, pour trouver par exemple des semences beaucoup plus résistantes aux maladies et aux insectes, mais plein d'autres applications génétiques. Et vous voyez, ce document, au jour d'aujourd'hui, il a plus de 8000 citations. Donc c'est énorme, c'est énorme. Et ça a été quelque chose qui avait été identifié par notre équipe d'experts et qui a été, comme nous l'avions prédit, euh, ces deux femmes ont reçu le prix Nobel quelques années plus tard. Donc ça, c'est pour les citation rates. Et le troisième prix, Eugene Garfield. Alors là, il s'agit toujours d'un prix qui est décerné à un jeune chercheur. Il faut que cette personne ait obtenu son doctorat moins de 10 ans. Ça fait moins de 10 ans qu'il l'a obtenu. Et ce sont pour des chercheurs qui se consacrent à la bibliométrie. Donc l'Arrivette vraiment s'intéresse beaucoup à la bibliométrie. Nous avons des outils pour ça. Et il y a des chercheurs qui s'y consacrent et qui proposent des méthodologies, des outils différents et des choses très très intéressantes. Et donc chaque année, nous ouvrons les candidatures et pour celui qui est le vainqueur de l'année, il a également un prix monétaire. Il me semble que c'est aux alentours de 10 ou 20 000 euros pour pouvoir développer sa recherche. Et voilà le nom du dernier vainqueur du prix Eugene Garfield. Donc pas uniquement
des auteurs hautement cités, également d'autres récompenses que nous décernons chaque année, en général toujours en fin d'année calendaire, entre septembre et décembre. Et voilà, nous arrivons au bout du module 4. Nous avons encore un module la semaine prochaine, le dernier, où nous allons aller au-delà de ces concepts de base de bibliométrie. Maintenant, il est temps de rouvrir votre chat et de commencer à y écrire les doutes que vous avez encore en cette fin de séance.